ce sont des joueurs à qui je n'ai rien à reprocher, bien au contraire. Après, il faut avoir une vision un petit peu plus globale des choses. Il y a la partie salariale, donc forcément avec le Covid on a une baisse de salaire, enfin une baisse de budget et donc de masse salariale. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Et puis le deuxième élément c'est la complémentarité entre les joueurs. Tout le monde cette année a pu constater et voir que l'équilibre d'équipe n'était pas bon cette saison, donc forcément on est obligé de changer des joueurs. Voilà, donc c'est finalement ces deux éléments-là qui nous ont amenés à ne pas reconduire, que ce soit JP, Didier ou Cliff. Non, je suis très content de l'investissement de Mathieu. C'est un joueur qui a été en constante progression. D'ailleurs, il jouait un peu plus ces derniers temps. Et pour être totalement honnête, il était prévu qu'il joue de plus en plus jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement, le Covid a arrêté la saison, donc on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la démarche. Bon, personnellement, je suis persuadé que Mathieu va y arriver. C'est un vrai bosseur, il a vraiment des qualités. Voilà, après, bon, concernant l'an prochain, il était difficile de partir avec deux jeunes joueurs dans les 10. Pourquoi? Parce que si on gagne, tout se passe bien et on a réussi et tout va bien. Et puis en même temps, si on perd, si on n'est pas performant, si les jeunes joueurs ne sont pas performants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est obligé de recruter un joueur de plus. Et là, ce projet-là sur les jeunes joueurs au MSB, qu'est-ce qu'il devient? Et donc on peut se retrouver en difficulté là-dessus, essayer de trouver à le prêter en cours de saison, c'est-à-dire qu'il rejoigne un projet auquel il n'était pas du tout intégré au départ. Donc toutes ces considérations-là font que Kenny ou Mathieu devaient être prêtés, et puis après discussion, c'était Mathieu qui aussi souhaitait, pourquoi pas, avoir un défi ailleurs. Zvezdan Mitrovic m'a toujours dit, un jeune joueur, on ne sait pas ce qu'il va donner. On ne sait pas. Quel que soit son potentiel, on ne sait pas parce qu'il n'a jamais joué à ce niveau-là. Donc il faut le mettre sur le terrain pour savoir si oui ou non il peut jouer. Donc ça veut dire que dans la construction d'équipe, l'idée c'est aussi de pouvoir être capable de leur donner une fenêtre pour pouvoir s'exprimer, eux d'aller chercher aussi un temps de jeu plus conséquent, et puis en même temps ne pas être dépendant de leur performance. Moi je me souviens très bien l'année dernière avec Théo Malédon, Théo jouait parfois 15, 20 minutes, et parfois il jouait 2 minutes aussi parce qu'il n'était pas performant. Donc il y a tout ça à mettre en perspective, j'ai envie de dire, en sachant que il n'est jamais bon de laisser un joueur non performant sur le terrain. Parce que ça érode sa confiance en lui, ça érode la confiance de ses coéquipiers en lui, et donc finalement on est dans un cercle qui est complètement contre-productif. Par contre, si c'est positif, alors à ce moment-là, il engrange de la confiance, ses coéquipiers aussi, et donc il va pouvoir un peu bousculer les rotations. Bon, déjà, je pense que la progression ne s'arrête jamais, quel que soit le domaine. Donc ce qui est sûr, c'est que l'an prochain, l'investissement défensif sera extrêmement important, pour la simple et bonne raison que le jour où on est dans un match sans offensivement, parce que défensivement on a une base solide, on va pouvoir rester dans le match et essayer de gagner le match. Après forcément le rebond, surtout qu'on a été en difficulté cette année là-dessus, et d'ailleurs ça fait partie aussi des priorités sur le recrutement. Pour finir, progresser toujours dans la justesse de jeu, la qualité des passes qui sont parfois dévaluées, en tout cas pas mis à leur juste valeur, et bien sûr l'efficacité sur les tirs. La clé c'est l'équipe.
Ça n'existe pas. Un joueur tout seul contre 5 joueurs adverses, il ne fera pas grand-chose. Donc, quel que soit le niveau du joueur. Donc, ça veut dire que chaque joueur apporte dans son domaine de compétences, que ce soit la création, plutôt pour scorer, plutôt pour défendre, prendre des rebonds. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des paramètres sur lesquels moi j'apporte beaucoup d'importance. C'est un joueur qui a une bonne justesse de jeu, qui va renverser les ballons comme il faut, qui va être capable par une décision d'utiliser un petit avantage pour en faire un grand avantage. Un joueur qui va empêcher son joueur direct, son adversaire direct, de prendre le rebond. Peut-être que lui, il n'a pas pris le rebond, mais grâce à ça, il a permis peut-être à un de ses coéquipiers de prendre le rebond. Donc il y a plein de choses dans le jeu qui ne sont pas valorisées au travers des stats. Et pour autant, moi, je leur accorde beaucoup d'importance parce que pour qu'une équipe soit performante, il faut aussi ces joueurs-là. Bon, plutôt que de reprendre, j'ai déjà pas mal décrit sur chaque recrue ce que je pensais des joueurs. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a de la polyvalence, puisque tous les joueurs recrutés peuvent jouer plusieurs postes. Scott Bamford peut jouer poste 2 et meneur de jeu. Kezakin aussi, meneur de jeu, et il peut être décalé en 2 aussi. Williams Naras 4-3, Vito Brand 4-5. Voilà, avoir pas mal de complémentarité finalement et de polyvalence. Sont des joueurs qui ont une appétence pour le travail, ça c'est évident, et qui certes ont des aspirations individuelles, ce qui est important. N'oublie pas non plus que c'est au travers du collectif qui vont pouvoir y arriver. Après, je vous laisse choisir votre chouchou pour l'année prochaine, mais s'il y a plusieurs chouchous, ça veut dire que l'équipe est plutôt bien équilibrée et qu'il y a bien des compétences qui sont utilisées. Joueurs, dont 2 jeunes joueurs, Kenny Baptiste et Jacques Elioum. Voilà, on part sur cette rotation-là. On a une équipe polyvalente, donc voilà, on va pouvoir, nous, essayer de jouer chaque match avec ambition, malgré des méformes ou des blessures ponctuelles. Je comprends la question subsidiaire. Bon, moi je recherche des profils, je recherche des compétences, tout en respectant les quotas évidemment. Donc dans l'idéal, même si j'aimerais que des JFL, au-delà de l'aspect financier, si on ne trouve pas le profil idoine que l'on recherche chez les JFL, on va le chercher ailleurs. On ne va pas aller prendre un JFL parce qu'il est JFL. De la même manière qu'on ne va pas aller prendre un Américain parce que c'est un Américain. Pour moi, le passeport ou le statut, c'est pas une compétence. Donc soit on trouve les profils qui correspondent, soit dans les JFL, soit on ira chercher ailleurs. Même si effectivement cette année on s'est retrouvé avec 7 étrangers, donc un qui ne pouvait pas jouer, mais c'est aussi pour ça qu'on a recruté avec des joueurs polyvalents qui peuvent jouer sur plusieurs postes et ainsi couvrir des blessures éventuelles. Faut savoir que dans le règlement cette année, il était prévu d'avoir un mercato, c'est-à-dire impossibilité de changer de joueur, de recruter des joueurs, sauf un joker médical je crois, entre début septembre et mi-janvier, quelque chose comme ça. Donc même si ça a été repoussé suite au Covid, c'est aussi un bon test. La structure d'équipe que l'on a construite, c'est aussi un bon test par rapport à ce mercato qui sera certainement mis en vigueur bientôt, mais voilà, on pense aussi à tout ça. Bon, déjà un pivot qui est plutôt au sol, qui est plutôt dur pour faire face à certains big men de la ligue qui sont dans ce profil-là. Je pense par exemple à Moufiarou qui a joué au Mans. Donc forcément de la mobilité chez les deux, parce qu'on est dans une ligue qui a de la mobilité chez les big men. Rebond, défense, ça c'est pour les deux. Voilà, il y en a un qui sera dans l'idéal un peu plus au sol, un peu plus dur. Un autre qui sera un peu plus vertical, un peu plus dissuasif et qui pourra jouer 5-4.
Donc dans l'idéal, si l'un des deux pouvait avoir du tir, ça serait encore mieux. Mais certainement qu'on va devoir choisir. Non, pas à ma connaissance. Donc je comprends que Chris Lofton a été très important, mais si vous avez aimé Chris Lofton, il y a de fortes chances que vous aimiez Scott Bamford aussi. Le recrutement n'est pas terminé, donc pourquoi pas. On a déjà signé Williams Naras et Kenny Baptiste sur plusieurs saisons. Voilà, c'est des options possibles. Parfois c'est l'envie du joueur, parfois c'est aussi notre souhait. La Jeep Elite est quand même un championnat un peu spécifique, il y a des spécificités. Et un joueur qui est performant à l'étranger ne l'est pas forcément chez nous. Alors généralement si, mais il arrive qu'il ne soit pas performant chez nous. Et l'inverse est vrai aussi, il y a des joueurs qui ont du mal à être performants dans d'autres championnats et qui sont performants chez nous. Donc il y a des incertitudes par rapport à ça. Il y a aussi l'aspect humain. Même si avec le staff, avec Vincent, on prend beaucoup de renseignements sur les joueurs, il n'empêche qu'il y a une marge d'erreur, alors réduite au maximum de ce qu'on peut, mais il n'empêche qu'il y a une marge d'erreur. Et quand on signe un joueur sur un an, ça permet aussi de tester. Il est plus facile de prolonger un joueur en milieu d'année, parce qu'en tout cas d'essayer de le prolonger en milieu d'année parce qu'on est très content, que si on signe d'emblée un joueur sur plusieurs saisons et que finalement ça se passe pas bien, et du coup c'est un coût financier de devoir s'en séparer. L'autre aspect aussi, c'est les JFL. Donc on est dans la nécessité d'avoir au minimum 4 JFL. Et si je prends l'exemple de Williams Naras par exemple qui a signé cette année, eh bien jeune JFL avec fort potentiel, on n'aurait pas pu le signer si on avait déjà eu 2 postes 4. Donc on se réduit aussi, en signant tout le monde sur plusieurs années, on se réduit la marge d'erreur finalement sur les JFL notamment, parce que forcément chaque année il y en a qui partent, certains prévus, d'autres non. Mais il y a aussi ça à en prendre en compte. Et donc effectivement, moi j'aimerais travailler sur la continuité et garder les joueurs sur plusieurs saisons. Bon, après on va pas se mentir, l'aspect financier a un impact aussi. Bon, déjà avoir une équipe qui est dominante régulièrement au rebond par rapport à cette année. Donc comme je disais, une base défensive solide, ce qui nous permet d'être dans les matchs, même si offensivement ça se passe pas bien. Et après j'aimerais offensivement avoir beaucoup plus de vitesse de jeu, plus de lecture, de maniabilité, partage du ballon, puisque pour moi c'est important que les joueurs puissent prendre du plaisir dans leur manière de jouer. Et un joueur, quand il fait du basket, c'est parce qu'il y a un ballon. Si ça n'intéressait pas le ballon, il ferait de l'athlétisme par exemple. Donc il est important de partager le ballon pour responsabiliser aussi plusieurs joueurs. Voilà, donc ça devrait, on va essayer à ce que ça ressemble un maximum à ça. Lorsqu'on est au MSB et qu'on a fait 22 fois les playoffs sur les 23 dernières années, l'objectif ne peut être autre que d'aller en playoff. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Pourquoi? Parce qu'il y a en Jeep Elite, il y a une grosse douzaine de clubs qui chaque année peuvent prétendre aux playoffs. Et forcément, il y a des déçus, enfin au moins 4 en tout cas. Et la marge d'erreur entre les équipes de Jeep Elite est très très fine. Donc ça veut dire que nous, ok, notre objectif de résultat c'est d'aller en playoff. Pour aller en playoff, il faut gagner des matchs. Et notre job à nous, c'est de nous concentrer à comment gagner les matchs. Simplement dire on veut gagner des matchs, moi j'ai jamais connu personne qui voulait perdre des matchs. Donc maintenant, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Bon, déjà les cartes sont redistribuées avec le Covid. Donc voilà, il y a des clubs qui s'en sortent un peu mieux que d'autres, lesquels on ne sait pas encore. Donc il y a pas mal d'incertitudes sur le championnat de Jeep Elite, en sachant qu'en temps normal il y a beaucoup d'incertitudes,
Bon, pour être très honnête, je pense que nous, le défi principal que l'on va avoir, c'est de garder les joueurs en bonne santé, notamment sur la reprise. Parce que sur la reprise, ça fera quelque chose comme 6 mois que les joueurs n'ont pas joué, en tout cas en compétition, qui n'ont pas fait d'entraînement à proprement parler. Donc 6 mois, c'est quand même long. Et donc notre plus gros défi, ça va être ça, d'être capable de réintégrer les joueurs, les remettre à niveau physiquement, les sensibiliser aussi sur le travail qu'ils ont à faire pendant le mois de juillet, les remettre à niveau, et tout ça pour continuer à progresser collectivement et individuellement.